Bonjour Olivier. Bonjour Mélanie. Eh bien, je suis contente de te recevoir dans ce podcast. Merci de m'accueillir, merci de l'invitation. Avec plaisir. Eh bien, est-ce que tu peux te présenter déjà à ta manière et puis on développera si besoin. Alors à ma manière, je m'appelle Olivier, Olivier Vallet, je suis AESH, c'est mon travail au quotidien dans un collège. Et à côté de ça, je suis aussi entraîneur de handball depuis quelques années dans le club de l'US Créteil Handball. Voilà. Ok. Pour expliquer, même moi j'ai dû chercher, ton AESH, qu'est-ce que... Du coup, Un AESH, c'est les adultes qui accompagnent les enfants qui sont en situation de handicap. Ok. Moi, je suis plutôt dans une structure collège avec un dispositif qui s'appelle Unilis, qui aide les enfants en situation de handicap selon le degré d'handicap. Il y a des différents degrés, il y a des troubles des fonctions cognitives, il y a des troubles des fonctions visuelles, tout ça. Moi, j'accompagne les enfants qui ont des troubles de la fonction cognitive et je les accompagne dans leur quotidien, dans leur inclusion en classe ordinaire. Ok. Et pour essayer de les aider au mieux. Ok. Et de faire en sorte que ça se passe bien pour eux et que ça se passe bien dans leur classe d'inclusion. Ok. Et du coup, comment ça se passe? T'en as plusieurs? Effectivement, il y a plusieurs enfants que j'accompagne. Le dispositif comporte environ une quinzaine d'enfants. D'accord. Donc, effectivement, je ne suis pas un enfant en particulier, je suis plusieurs enfants en particulier. Et je me dispatche selon leur emploi du temps. Des fois, je les suis dans différentes matières, français, maths, histoire géo. Ok. Là où on peut essayer de les aider et de leur permettre d'être dans des classes ordinaires. Ok. Donc tu dois être un peu polyvalent justement si tu dis sur les matières. Je peux te dire que je suis calé sur tout ce qui est programme scolaire maintenant, mais effectivement, il faut être plutôt polyvalent, savoir aussi trouver des moyens d'adapter face à l'handicap de l'enfant qui peut aller d'une grosse dyslexie à des enfants qui sont autistes. Ouais. Donc, il faut savoir adapter le cours, savoir s'adapter face aux élèves. Donc, effectivement, il faut plutôt être polyvalent. Ok. Bon, peut-être on reviendra un peu à tout ça. Là, on va revenir justement à toi, enfant. Comment étais-tu enfant? Quels étaient tes passe-temps favoris? Alors moi, je suis le premier d'une famille où on est 3 enfants. Donc j'ai un frère et une sœur. Et moi, mes passe-temps, moi j'ai beaucoup aimé le sport. J'ai été baigné dans le sport via mon père, mais j'ai pris goût aussi à différents sports. Moi, mes souvenirs, c'est beaucoup de jeux, de foot, de matchs de foot, de matchs de ping-pong en famille, avec mes cousins et tout. Donc, j'ai toujours apprécié de faire du sport. Ok. Et donc voilà, mes plus lointains souvenirs, effectivement, c'est des moments de famille où on s'amusait, on faisait des parties de foot jusqu'à pas d'heure. Ok. Donc direct dans le sport très tôt. Toujours baigné dans le sport très tôt. Ok, trop bien. Quels étaient tes héros, héroïnes? Alors, j'entends, ça peut être des célébrités, des gens, même des fois de ta famille peut-être, ou des personnages de fiction. Ouais. Moi, comme j'ai pu te dire, moi ça me parle bien ton podcast Comme des gamins, parce que je pense que voilà, effectivement, j'ai encore cette mentalité, j'ai encore des héroïnes, des héros. Et moi, mon souvenir d'enfance, c'est peut-être un petit peu bête, mais moi, j'adorais le Club Dorothée. Okay. C'était le Club Dorothée, c'était à chaque fois que je la revois, ça me fait toujours un peu d'émotion de la revoir. C'est un peu comme si on revoyait une maîtresse qu'on n'avait pas vue depuis 30 ans. Hein. Donc effectivement, je passais beaucoup de temps devant la télé. Hein. À l'époque, il n'y avait pas 10 000 chaînes, donc on avait le choix de quelques chaînes, et il y avait Club Dorothée. C'est vrai que ça nous occupait bien nos fins d'après-midi après les cours ou les jours où on était un peu en off. Donc moi j'ai bien aimé, c'est bête à dire, mais Dorothée, c'est une personne que j'ai toujours admirée, qui a bercé mon enfance, avec tous ces dessins animés que je regarde encore de temps en temps. Trop bien. T'as déjà évoqué quelques sujets, mais qu'est-ce qui avait le don de te rendre heureux, justement, quand t'étais petit? Quand
qu'on essaie de se rappeler comme ça, effectivement, c'est, j'ai dit j'aimais bien regarder les dessins animés. J'aimais bien aussi ces moments passés, qu'on cherche un peu dans sa mémoire, où on était chez la grand-mère après qui nous cherchait à l'école, qui nous faisait le chocolat chaud, qui nous mettait devant la télé à regarder Sauvé par le Gong, des trucs comme ça. C'est vrai que quand on se rappelle de ces moments-là, c'est des moments un peu où c'était des bons moments, en fait. C'est vrai qu'on essaie de retrouver ces moments-là quand on est adulte. On les a un peu moins, mais des fois, on essaye de se remémorer. C'était des bons moments. J'aimais bien ces moments où on était chez la grand-mère à regarder, à être bichonné, parce qu'on avait le droit de tout faire et de tout manger. Et on avait le droit de tout regarder. Donc, c'est vrai qu'on était un petit peu bichonné. C'est des bons souvenirs, tout ça. Ok, plein de moments en famille. Ouais. À quoi tu rêvais petit alors, est-ce que c'était lié au sport? Est-ce que, des rêves d'enfant, je veux dire. Moi, souvent, on me demande à quoi tu rêves. Et alors moi, j'analyse pas trop mes rêves, mais moi, souvent, j'ai toujours des rêves où je suis plutôt un peu dans l'espace. Alors, je sais pas, parce que je pense que ça doit être au fond, parce que j'aime bien aussi Star Wars. Ok. Mais souvent, mes rêves, c'est un peu un monde fantastique avec, des vaisseaux, des trucs comme ça, un peu... Alors, c'est vrai que moi, quand j'échange avec d'autres, ils ont des rêves un peu plus terre à terre, mais moi, c'est un peu comme ça. Je suis peut-être un peu, au fond de moi, un petit peu rêveur, un petit peu dans mon imaginaire. J'ai gardé encore un peu ça de mon enfance. Ok, c'est chouette. Et en termes de scolarité, toi, quel était ton rapport? Alors moi, j'ai été un bon élève. Je crois que ma mère confirmerait. Je pense que j'ai été un bon élève jusqu'au CM1, CM2. Ok. Parce que je pense qu'il y avait aussi ce rapport avec la maîtresse. J'ai toujours eu des maîtresses où il y avait plus un lien d'affection avec la maîtresse. J'ai toujours été très bien travaillé. Et au moment de la bascule du collège, il y a eu... Ma mère pourrait peut-être le confirmer, mais effectivement, j'ai été moins dedans. J'ai beaucoup moins apprécié, parce que peut-être, maintenant avec le recul, peut-être que parce que on avait plus de profs, on était moins dans l'attachement de la maîtresse, et j'ai eu des résultats qui étaient corrects, mais j'étais moins un bosseur, en fait. Okay. Ça m'a permis de faire quand même des études, mais collège, moi, mes bons souvenirs, c'était que l'école. Je m'en souviens des souvenirs d'ateliers au moment de Noël, du carnaval, tout ça, c'était un peu des bons souvenirs. Au collège, on a des souvenirs, mais qui sont pas les mêmes, qui sont plus de relationnel avec les copains, les copines et tout. Mais les bons moments de travailler et tout, c'était souvent l'école. Oui, un monde... c'est vrai qu'au collège, comme tu dis déjà, plusieurs profs, plusieurs classes même. Ouais, tout à fait, tu changes tout le temps. Un monde d'attache... C'est un autre mode de fonctionnement. Moi, mes souvenirs, tu me demanderais mes meilleurs souvenirs, c'est souvent l'école, quoi. Les classes de neige. J'ai eu la chance de pouvoir faire une classe de neige, une classe verte. Parce que j'étais dans un CM1, CM2, donc j'ai pu faire 2 voyages. C'est vraiment des bons souvenirs où on part un peu... C'est les moments où on part un peu tout seul. C'est les premiers moments où on quitte un peu ses parents. On part sans les parents. Alors, bien sûr, il y a eu quelques larmes versées par moment, mais c'est vraiment des bons souvenirs pour un jeune. Moi, je me souviens, j'ai fait de la voile, alors que on n'a pas trop l'occasion. Et j'ai souvenir qu'on était au plein milieu de la mer. C'était des très bons moments. Ok. Tu as l'air d'avoir bien apprécié donc, cette partie-là. Comment tu as vécu le passage à l'âge adulte? Moi, j'avais pas cette envie de vite devenir un adulte. Je pense que j'aimais bien mon confort, honnêtement, d'être chez papa, maman. T'es un peu protégé, t'as pas de soucis. Tu penses pas à tous les problèmes qu'il y a quand tu deviens adulte. Donc, c'est vrai que c'était un confort. Donc moi, je me caractérisais, et je le disais souvent, et j'assumais, mais comme un adolescent. C'est-à-dire un adulte, effectivement, à un moment donné, tu deviens un adulte, mais dans ma tête, j'étais encore un peu un ado qui
qui aime bien son confort, d'être chez les parents. Et je fais pas partie de ceux qui sont partis très tôt de chez leurs parents, parce que effectivement, c'était plutôt confortable. De pas soucier d'avoir toujours le frigo rempli, voilà, de pas se soucier des problèmes des grands, comme on pouvait le dire. Et donc, non, c'était... moi, on va dire que j'ai éclos un peu plus tard que les autres. Je suis sorti du nid familial un peu plus tard que les autres. Et donc, voilà. Ok. Bah, c'est vrai que oui, chacun son rythme. Et franchement, aujourd'hui, même moi, des fois, je me dis... je sais pas, le dimanche soir, tu te dis j'aimerais bien que là, tout se fasse un peu tout seul et que juste tout à fait. pieds sous la table... Quand ce temps-là où on avait juste les pieds à mettre sous la table, alors que derrière, on se rend compte maintenant que il faut préparer à manger, il faut réfléchir au repas, faire les courses, faire les machines, amener un tel à son sport, amener un tel chez le médecin, chez tout. Donc effectivement, c'est ce passage-là, on s'en rend compte. Les enfants s'en rendent pas compte, ils s'en rendent peut-être compte sur le tard, quand ils deviennent aussi un peu adultes, mais que les parents, et effectivement, je me rends compte maintenant que mes parents, avec 3 enfants, ils ont quand même pas mal cravaché, ils ont quand même pas mal couru à droite et à gauche, emmené tout le monde à faire toutes leurs activités. Franchement, avec le recul, je vois encore mon père venir me chercher à la fin des entraînements. Il était pressé que je passe mon permis, parce que effectivement, quand tu finis tard le soir, après une journée de boulot, t'as qu'une envie, c'est de te mettre les pieds dans les chaussons et tranquillement chez toi. Mais non, il faut encore s'occuper de tes enfants. Donc, je suis reconnaissant de tout ce qu'ils ont pu faire. Franchement, c'est beau. C'est vrai que on se rend pas compte. Et c'est après, quand on est dedans, de l'autre côté, on se dit waouh, c'est vrai que ça prend du temps, de l'énergie, et puis tu dis entraînement, puis des fois il y a des matchs, des compétitions. Tout à fait. Tu cours, tu t'organises, organiser ces journées, parce que l'air de rien, les journées, quand t'es jeune, tu les subis, t'as rien à organiser. Et là, il faut que tu penses à un tel qui rentre, après, il faut vite l'emmener là, à droite, après, il faut aller à l'entraînement, il faut prendre rendez-vous. C'est vraiment être un adulte, on s'en rend pas compte quand on est jeune, mais quand on le devient, c'est sport. C'est sport, c'est du sport, tout à fait. Complètement. Tout à fait. Maintenant, on va justement venir au sport et à tout ce que tu fais aujourd'hui en tant qu'adulte. Donc déjà, tu parlais de ton métier d'AESH. Là, on va parler de la partie sport, mais on peut faire des liens entre les deux, je pense. Du coup, t'es coach, ce que tu disais. Comment t'en es arrivé là ? Vers mes 18 ans, je crois, moi j'ai commencé le hand, j'ai fait du sport avant, j'ai fait plutôt du sport un peu des arts martiaux, mais ça me parlait pas trop. Franchement, des fois il y avait des séances où j'y allais à reculons, parce que j'y allais, mais parce que c'est mes parents qui avaient décidé, qui avaient essayé de me guider en disant tiens, effectivement j'aimais bien les films de Bruce Lee, donc j'ai fait un peu de kung-fu. Mais bon, voilà, au fond de moi j'étais pas fait pour faire un sport de combat. Et le déclic, ça a été alors je vais paraître pour un vieux en disant ça, mais c'était les Jeux Olympiques en 92. Donc ça remonte, où il y a eu Barcelone, 92, et il y a eu l'équipe de hand qui a brillé lors de cette compétition. C'était un peu, le handball français commençait un peu à sortir, un peu à émerger, à être aux yeux du grand public. Et avec, pour ceux qui se rappellent, ils avaient tous fait une teinture. Ils étaient tous, les joueurs étaient teints en blond. On les a appelés les bronzés, parce que cette année-là, ils ont fini 3e, si je me trompe pas. Et moi, ça m'a captivé. Je voyais ces joueurs-là qui marquaient des buts, qui défendaient, ça courait dans tous les sens, et ça m'a donné envie. Je les ai suivis. C'est à partir de là que j'ai pris goût au handball. Donc, j'ai testé le handball dans un premier temps à l'AS, quand je suis arrivé au collège. Donc, c'était pas terrible. Honnêtement, c'était pas terrible. L'AS, c'était un bon premier. Mes parents m'ont dit tu fais de l'AS et on verra si ça te plaît, on t'inscrira à l'US. Et l'AS, c'était vraiment. Ça m'a pas convaincu, mais je voulais toujours faire du handball. J'avais vraiment envie. Et donc, l'année suivante, je me suis inscrit à l'US. Donc, je devais avoir 11-12 ans. J'ai grandi au sein de l'US Créteil Handball, dans toutes les différentes catégories, qui à l'époque s'appelaient Benjamin, Minime et tout, cadet et tout.
J'ai fait mon petit chemin qui était honorable, mais pas sans plus, voilà. Et à l'arrivée à l'âge de 18 ans, la présidente de l'époque de l'association m'a proposé d'entraîner. Et ouais, moi j'étais... L'entraînement, j'aimais bien déjà les entraînements. J'aimais bien voir comment... Alors j'étais un peu plus grand, hein, quand on a 17-18 ans, on élabore un peu quand même des stratégies, on est un peu plus dans un handball un peu développé, hein, surtout que moi à l'époque, peut-être que je jouais pas beaucoup, mais je faisais championnat de France, moins de 18. Et effectivement, j'aimais bien comprendre les entraînements de mes coachs, les comprendre, savoir pourquoi ils me faisaient ça. Et je m'intéressais déjà à ça, et la coach de l'époque, elle m'a proposé, la présidente de l'époque m'a proposé de coacher les plus petits. Bon, c'est par là qu'il faut commencer, c'est vraiment l'initiation au handball. Et donc, ouais, vers 18 ans, là, j'avais la chance d'avoir mon permis en plus. J'ai eu mon permis très tôt, ce qui est un avantage quand tu es coach. Et donc, depuis 18 ans, effectivement, j'ai coaché différentes équipes qui sont allées du mini-hand à des seniors. Et là, dernièrement, je suis redescendu un petit peu sur la catégorie moins de 11. Donc, voilà. Ok. Voilà, et j'ai fait aussi bien les garçons que les filles, parce que je pense que c'est important de ce que je dis souvent chez les jeunes, hein, le handball, c'est comme un sport, même si maintenant c'est démocratisé, mais que c'est un sport qui est accessible aussi bien pour les garçons que pour les filles, où les garçons et aussi bien les filles ont des références, parce que l'équipe de France féminine est quand même assez connue, a quand même eu des bons résultats, des très très bons résultats, sont passés... sur des grandes chaînes, on a pu identifier les gamines, les enfants, les filles surtout, peuvent s'identifier à certaines joueuses maintenant. Donc le handball, c'est pour ça que j'aime bien ce sport, c'est un sport qui est accessible aussi bien aux garçons qu'aux filles. Et franchement, je le dis souvent, mais les filles progressent énormément. Alors, je te dirais, il y a peut-être 20 ans en arrière, 15 ans en arrière, les filles, c'était pas aussi spectaculaire, c'était moins attrayant. Mais maintenant, quand tu vois ce que sont capables de faire certaines filles au handball, elles ont rien à envier au niveau de gestes techniques et tout aux garçons. Hein. Avant, c'était rare de voir une roucoulette chez les filles. Oui. Et maintenant, ça maîtrise tous les gestes techniques, roucoulette, chab, les trucs comme ça. Donc, le côté un peu spectaculaire, oui, tu le retrouves aussi. On le retrouve, ce qu'il y avait chez les garçons, qu'il y avait un peu moins chez les filles. Maintenant, c'est plus le cas. Les filles sont venues vraiment... c'est vraiment très bien développé. C'est vraiment plaisant de les regarder jouer. Ah, c'est vrai, t'as raison. Alors justement, tu parlais de donc, ta catégorie donc, qui est moins de 11, donc c'est quoi, ils sont encore en CM2 CM1, CM2, ouais. CM1, CM2. C'est avant l'entrée au collège. Ok. Et du coup, alors ce que je me disais, c'est qu'à cet âge-là, même dans d'autres catégories, mais j'imagine que tu te retrouves un peu face à un public un peu hétérogène, où il y en a qui connaissent bien le hand, qui connaissent peut-être même déjà des joueurs, peut-être qu'il y en a qui rêvent de faire comme eux, et d'autres, c'est les parents qui ont inscrit, où il y a les copains. Tout à fait. Et toi, comment tu gères un groupe avec des profils un peu différents pour mobiliser tout le monde et pour répondre aux attentes de chacun gérer, essayer de... Effectivement, début d'année, c'est un peu ce qui se passe là depuis chaque début de saison. On essaie de mettre tous les groupes un peu au même niveau. Parce qu'effectivement, il y en a des enfants qui sont sur les terrains de hand depuis déjà, même s'ils ont 9 ans, ils sont là sur les terrains de hand depuis 4-5 ans. Parce qu'ils ont toujours traîné, parce que le papa faisait du hand, parce que le tonton... et ainsi de suite. Donc, il y en a des gamins, ils connaissent énormément déjà le handball. Et il y en a effectivement qui débarquent parce que, c'est un sport qu'ils ont peut-être pratiqué en cours de sport au collège, donc ça leur a plu. Donc, effectivement, faut essayer de gérer tout ça, essayer de remettre tout ça au même niveau. Mais après, à cet âge-là, ils apprennent vite. Quand ils sont motivés, ils apprennent très vite. Ils retiennent surtout. Ouais. Alors, ce que je me disais par rapport à ce que tu fais et au collège et au hand, c'est que, disons que t'es dans l'équipe qui encadre, on va dire, mais t'es ni prof, t'es ni parent, donc quel rôle t'as un peu pour les enfants C'est marrant que tu dis ça, parce que des fois, les enfants du hand, ils savent pas trop comment m'aborder, en fait. Il y en a des fois qui me vouvoient. Il y en a qui me disent tu tout de suite. Il y en a qui, sans faire exprès, m'appellent maîtresse, maître. Voilà. Donc, ils se disent effectivement, est-ce qu'on considère comme un maître
ou non, bah c'est pas un maître, mais c'est quand même un prof. Ils savent pas trop comment m'aborder, en fait. Donc, moi, j'essaie d'être assez proche de ces enfants-là, leur montrer qu'on n'est pas à l'école. Oui. Même s'il y a des règles, il y a des choses pour que tout se passe pour le mieux, faut qu'il y ait quand même des règles et quand même une forme de respect. Oui. C'est marrant parce qu'effectivement, ils savent pas trop comment m'aborder. Mais après, ils connaissent et ils comprennent que, bah voilà, Olivier, c'est leur coach. J'essaie de pas mettre trop de distance. Ils peuvent me raconter toute leur vie. Des fois, quand on fait des déplacements, ils me racontent leur vie dans la voiture. Donc, je suis à l'écoute. Mais voilà, ils savent aussi quand est-ce qu'il faut travailler, quand est-ce que je leur demande d'être à l'écoute et quand il y a des moments un peu plus cool, tranquilles, quand est-ce qu'on peut rigoler. Parce que effectivement, il faut quand même... Pour que ça, faut quand même rigoler aussi. Hein. On est là pour s'amuser aussi à cet âge-là. S'il n'y a pas d'amusement, ça sert à rien. C'est clair. Bah justement, garder à l'esprit que le sport, enfin le hand, mais le sport même en général, c'est un jeu. Parce que bon, après à cet âge-là, ça va, mais des fois ça peut être, je sais pas, parce qu'il y en a qui ont des attentes, ils sont fans de hand, que, ou même des fois ça peut être les parents. J'imagine qu'il y en a qui doivent être un peu très investis. Ouais. Donc comment tu gères cette partie-là, de trouver un équilibre, parce qu'il y a forcément du coup une partie un peu technique en fait on essaie quand même de gagner et de s'améliorer, mais en même temps de pas je sais pas, après qu'est-ce que t'as des enfants qui sont hyper déçus de perdre et vraiment faut leur dire t'inquiète, et des fois à l'inverse, voilà, ou d'autres oui, ça arrive. Effectivement, moi j'ai comme principe, je leur rappelle souvent, parce que aussi bien quand on gagne que quand on perd, en tout cas c'est ma philosophie, on est là pour s'amuser. On a surtout dans ces catégories-là, et même je le disais souvent aussi quand j'entraînais des plus grands, prenez du plaisir, amusez-vous, parce que si on s'amuse pas sur un terrain, on progresse pas. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois. On progresse si on prend du plaisir à faire ce qu'on fait. Et c'est marrant qu'aussi bien les adultes que les enfants, j'appuie un peu sur le fait qu'il faut vraiment s'amuser. Après, effectivement, il y a des épisodes qui, des fois, ça me fait penser au premier match de championnat qu'on a gagné cette année, où après, c'est vrai il y avait les vacances, il y avait cette petite préparation où on se prépare sur les premiers matchs, on joue un premier match où on gagne effectivement facilement. Mais mes gamins étaient tellement contents d'avoir gagné, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de match, c'était le premier match de la saison. Ils ont pas surjoué, mais un petit peu quand même, hein, avec 10 000 cris de guerre, avec un cri de guerre qui m'a pas trop plu, qu'on retrouve souvent dans les vestiaires de foot. Oui, ok, je vois. Tu vois lequel, avec des mots, j'aime pas trop. Donc voilà, et ça a surjoué. Bon, l'équipe adverse, c'était son premier match aussi de la saison. Ils ont pris, on leur a mis une tollée, mais les gamins sont partis un petit peu déçus. Moi, j'ai recalmé tout le monde parce que effectivement, on a gagné, c'est bien, mais on n'a pas non plus gagné la Coupe du Monde. Voilà, il faut être content d'avoir gagné, mais en ayant à l'esprit que c'est le premier match de championnat, c'était le premier match, qu'il faut respecter les adversaires qui viennent de prendre une doudoune et qui, en plus, entendent les autres les chambrer. Donc là, à un moment donné, il faut essayer aussi de calmer un petit peu. Après, moi, au niveau du relationnel avec les parents, un peu les canaliser aussi un petit peu, parce qu'effectivement, moi, je leur rappelle souvent que c'est que des enfants. C'est que des enfants, après, voilà, il y a des comportements qu'on peut pas éviter, il y a des parents qui sont à fond, qui comprennent que, ils sont là pour faire plaisir à leurs enfants. Mais il y en a qui vivent les matchs à travers leurs enfants et qui surjouent sur... Mais encore, ça va, en moins de 11, j'ai pas trop de problèmes avec ça, mais c'est surtout dans les autres catégories où, effectivement, il y a beaucoup de parents qui mettent des mauvaises ambiances, qui comprennent pas que tout le monde apprend, tout le monde travaille, tout le monde... effectivement, les joueurs sont peut-être pas bons, mais les arbitres aussi ne peuvent pas être bons, mais tout le monde est là pour apprendre, tout le monde est là pour progresser. Donc, c'est difficile, c'est des comportements que certains rencontrent souvent dans les gymnases. En tout cas, moi, dans mes catégories moins de 11, pour l'instant, ça va, mais faut garder, faut être vigilant, garder l'œil parce que ça peut vite déraper. Oui, complètement. Mais surtout, pas réussir à pas dégoûter
les enfants, enfin voilà, le sport ça fait du bien, ça apporte plein de choses et on peut dire même c'est l'école de la vie. Ouais. Mais très vite, voilà, si ton parent, enfin Ouais. tes parents t'engueulent parce que je sais pas, t'as mal joué ou alors même c'est même pas forcément vers l'enfant, des fois ça peut être l'arbitre, le coach. Et là, ouais, tu mets une ambiance tout autre. Souvent, ce que je dis aux parents, en essayant de mettre les formes, mais il y a des parents qui jouent les seconds coachs dans les tribunes, qui donnent des consignes. Et souvent, je dis déjà, ils ont du mal et c'est la réalité, à assimiler, à comprendre une consigne. Si en plus vous venez derrière moi en rajouter d'autres, ça va être, c'est pas possible. Les gamins, ils savent plus. Et en plus, ils sont confrontés à le coach me dit quelque chose, mais mon père ou ma mère me dit une autre chose. Qui c'est que j'écoute? C'est le coach? Donc, ils sont un peu, voilà, ils savent pas qui écouter. Donc, c'est un peu délicat. Donc, moi, quand ça arrive, j'essaye de dialoguer avec les parents pour qu'ils comprennent aussi que c'est pas évident pour leurs gamins de les mettre dans ces situations-là. Ouais, complètement. Et du coup, ça permet aussi de faire la transition par rapport au club où tu coaches, du coup de l'US Créteil, qui a une partie asso, mais aussi une partie pro, et entreprise aussi. Qu'est-ce que ça change selon toi, un tel environnement donc là, le cas de Créteil, mais même les autres clubs. Nous, alors, effectivement, Créteil, on est un club qui reste encore un peu familial. On a un club où on appartient à la ville préfecture du 94, donc on a énormément d'enfants on accueille énormément d'enfants. Et on a aussi ces structures professionnelles qui nous obligent à accueillir énormément d'enfants, mais à essayer quand même, en accueillant tous ces enfants, d'amener certains enfants vers le haut niveau, parce qu'on est quand même amené à renouveler les filières. Et cette filière de professionnels, en essayant que ça soit des jeunes cristoliens. Et ça peut être intéressant pour les enfants parce que on a quand même cette proximité du monde professionnel qui est juste à côté. Des fois, on s'entraîne avant les pros, donc ils sont juste avant nous, ou des fois on est juste derrière eux. On a ce contact-là, on vient voir les matchs, donc les enfants touchent du bout des doigts ce monde professionnel, ça les fait rêver, ils se rendent compte que sur le même terrain, sur les mêmes buts, il y a les pros qui jouent juste derrière eux. Ça peut être un moyen de les motiver. Oui. Donc c'est vrai que on a cette chance-là, parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui sont au fin fond de leur campagne. Oui. Les matchs pro, ils en voient qu'à la télé ou une fois de temps en temps. Donc on a cet avantage-là ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que quand on se déplace, on a l'étiquette US Créteil. Quand on va dans les autres clubs aux alentours, on a l'étiquette US Créteil, club professionnel. Il y a peut-être chez les adversaires un brin de motivation en plus, même si on est en moins de 11 ou dans d'autres catégories plus jeunes, de battre l'US Créteil, club professionnel. Ouais. C'est un peu le côté un peu négatif. Mais bon, moi j'explique tout de suite aux enfants qu'effectivement, vous verrez peut-être que les adversaires seront peut-être plus motivés à jouer contre nous. Mais bon, vous êtes amenés j'espère pour eux, à évoluer dans tout l'US Créteil, donc faut s'habituer et à devoir effectivement des adversaires qui veulent se faire l'US Créteil. Oui, bon, on va dire c'est le revers de la médaille, mais comme tu dis, oui, ça doit être galvanisant de se dire ok, t'es au contact. Parce que tu vois, par exemple, moi, donc j'ai joué pas très loin, mais il y avait pas l'équipe 1. Alors après, je sais plus où elle allait, peut-être région ou pré-nationale. Bon, tu dis oui, ça fait rêver parce qu'ils jouent bien, etc. Mais ça peut être la même chose de dire ok, mon équipe première, elle va à la télé, ou tu peux voir. Bon, l'US Créteil, c'est pas forcément, je dénigre pas, mais c'est pas, c'est pas une équipe star que les gens vont citer naturellement, mais en tout cas, tu dis, ok, je sais pas, je peux aller voir un match du PSG et je joue au même endroit, PSG ou Nantes, Montpellier. Donc c'est vrai que ça doit jouer pour les enfants. Et, on a aussi cet avantage je le vois encore dans les yeux de certains, ils sont admiratifs, ils sont, et on a cette proximité avec les joueurs professionnel. C'est parce qu'on est l'US Créteil, mais voilà, moi j'entends des enfants dans mon groupe qui sont fans de Boyba Sissoko, de Mario Lopez, parce que voilà, ils font des gestes un peu spectaculaires, c'est des joueurs spectaculaires.
Et les gamins s'identifient à ces joueurs-là. Et ils ont la chance de les croiser, pas régulièrement, mais souvent, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter avec eux. Et je pense que quand on est enfant, ça doit être quand même quelque chose de plaisant, d'admirer quelqu'un et de pouvoir... Mais moi, c'était un petit peu aussi comme ça. Moi, j'étais à l'époque... Moi, j'ai été fan de Guéric Kervadec. Ouais. Guéric Kervadec, qui était un immense monsieur, mais dans tous les sens du terme. Il était très grand, moi, j'ai joué au même poste que lui. Alors, j'avais pas du tout le même gabarit, mais quand je m'en souviens, je m'inspirais de lui, de ses gestes et tout, de ce qu'il faisait. Et on avait cette chance de croiser Guéric régulièrement au match. Il venait nous dire bonjour. Voilà, il était vraiment accessible. Et vraiment que c'est plaisant de se dire, bah voilà... j'ai eu la chance de voir Guéric Kervadec, alors qu'il y en a, il est rencontré qu'une fois de temps en temps quand il y avait les matchs de l'équipe de France et tout, et nous, bah, il était juste à côté, et voilà quoi, c'était vraiment c'est ce sport-là aussi, c'est pour ça que j'aime le handball, c'est qu'on a encore ce contact avec les pros. Oui. Ce qu'il n'y a peut-être pas maintenant dans d'autres sports comme le foot. Ah le oui, foot, t'es fan de Mbappé. Oui. Pour croiser Mbappé, il faut débarquer sur le terrain et courir très vite. C'est plus compliqué d'approcher Mbappé. Au handball, si t'es fan d'un joueur de hand, que ça soit même les frères Karabatic, qui étaient, quand ils venaient jouer à Créteil, ils étaient quand même assez accessibles, on pouvait les croiser. Ouais. Donc, j'espère que le hand restera autant accessible et c'est surtout pour les gamins, quoi, que ça leur permette de toujours rêver et de garder en tête qu'ils peuvent croiser leurs idoles. Qu'ils peuvent les croiser et peut-être, même ça peut... Enfin, le but, quand tu fais un sport, n'est pas forcément d'atteindre ce niveau-là, mais en tout cas, ça peut donner des idées, en tout cas, et de dire, pourquoi pas, Iba Sissoko, il a commencé à Créteil, il a joué dans les petites catégories, peut-être que si je travaille dur, après, c'est pas obligé de viser ça, mais en tout cas, ça peut motiver. Ouais, parce que effectivement, c'est un boy-bas. J'ai souvenir je vois encore boy-bas porté sur les épaules des entraîneurs de l'époque, parce que boy-bas c'était la petite coqueluche du club, et il a fait son bonhomme de chemin. Il a beaucoup travaillé et maintenant effectivement il est en équipe première. C'est l'enfant, c'est un peu le chemin que tout enfant du club aimerait suivre plus tard. Ouais. Et revenons un peu plus à toi, le côté passion et même collectif, en plus de ton travail. Parce après, c'est aussi un peu une partie de ton travail, parce que ça te prend du temps quand même d'être coach. Ça prend un peu de temps, oui. Voilà. Justement, ton temps... moi, de l'extérieur, je me dis, mais tu ne comptes pas ton temps. Enfin, comment sont remplies tes journées, tes semaines avec et ce boulot-là, ce boulot au collège, puis ces entraînements. Tout à fait. La vie perso, tout ça, effectivement, c'est vrai on essaie de s'organiser. J'aime bien être plutôt bien organisé. Mais effectivement, il y a cette partie-là dans la journée de le travail. À la fin du travail, souvent, on court pour aller aux entraînements, dans tous les sens du terme, pour arriver à l'heure. Ça prend du temps, il y a de la préparation aussi, souvent sur les heures de pause ou quand j'ai un peu de temps pour moi, je prépare mes séances. Okay. Dans la journée. L'année dernière, j'avais la chance et je me suis appuyé sur un papa qui filmait des matchs. Okay. Donc, quand j'avais un peu de temps comme ça, j'aimais bien regarder, même si c'est des petites catégories, ça te permet de te remettre un peu sur quel domaine plutôt travailler par rapport aux faiblesses qu'on a vues, aux besoins qu'on avait pendant nos matchs. Donc, effectivement, quand j'ai un peu de temps de pause dans la journée, je prépare ou je regarde des vidéos de handball. Après le boulot, je file aux entraînements. Et le soir, je rentre et il y a la vie un peu perso qui est assez courte des fois, parce qu'on se recouche derrière et on se relève le lendemain. Et les week-ends aussi sont chargés parce qu'effectivement, je coach, je donne des coups de main dans d'autres cas. Je suis référent de la catégorie U11, donc je peux être amené à coacher l'équipe 1, mais derrière, aller donner un coup de main sur l'équipe 3 ou 4, ou voilà. Et des fois aussi, il y a des tournois mini-hand où je passe ma journée, souvent c'est les dimanches, à encadrer une équipe sur un tournoi mini-hand.
Donc effectivement, ça prend beaucoup de temps. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Oui. Bon, il faut penser quand même aussi à sa vie un peu perso. Il faut faire des pauses et voilà. Donc effectivement, ça prend énormément de temps. Ouais. Bah, j'imagine que aussi ce qui aide, c'est quand même ton envie de transmettre et d'être là pour les autres, parce que oui, tu cours, ça prend beaucoup de temps, mais du coup, c'est pas que pour toi, c'est pas oui, je m'éclate. Non, tu te dis, ok, il y a ces gamins-là. Oui. Bah, effectivement, c'est de la passion, quoi. C'est effectivement, comme tu dis, c'est envie de transmettre, envie de faire progresser les enfants, de les voir évoluer, les voir se transformer. Donc, effectivement, c'est un peu notre motivation. C'est ce qui nous pousse à nous améliorer, à trouver comment les faire aussi s'améliorer. Et donc effectivement, quand on a cette motivation-là, chez les jeunes depuis 2 ans, je l'ai retrouvée un petit peu, honnêtement. Parce qu'avant, j'étais plutôt chez les seniors, mais effectivement, chez les seniors, c'est pas toujours le même cadre. Quand on coach des adultes, c'est pas la même motivation. Des fois, il faut la trouver, la motivation, parce que quand on a face à nous des adultes qui sont moins dispo, parce que effectivement, eux aussi, ils ont une vie perso, ils ont des études, ils ont des enfants malades et tout. On se retrouve à faire des séances d'entraînement où toi, tu te casses la tête à structurer une séance, à la préparer, et au final, elle est complètement foutue en l'air, parce que t'as pas de gardien, t'as pas de joueur, voilà. C'est un peu ce qui m'a un petit peu motivé à trouver un autre challenge au sein du club, parce que au niveau des adultes, j'avais perdu un peu la motivation. Ouais, je comprends. C'est d'autres contraintes. Après, c'est un autre handball aussi. Bien sûr. On forme toujours, mais on est plus c'est le gagner les matchs. Quand on est adulte, on cherche absolument à gagner, faut être dans les premiers, faut monter, voilà. Là, on est vraiment dans la formation. Je dis pas qu'il faut pas gagner de matchs, mais on gagne des matchs. L'objectif, c'est de gagner des matchs, mais pour arriver à gagner des matchs, il faut ça, il faut ci, il faut ça, et c'est ça qu'il faut apporter aux enfants. Oui, t'as un peu plus de la partie formation et apprentissage en cours, qui, oui, j'imagine, chez les adultes est plus difficile, surtout qu'en plus, selon les adultes, il y en a qui ont déjà une carrière. En tout cas, ils ont déjà un passif dans le handball, donc forcément, après, toi, t'arrives... c'est plus et quand on est difficile. adulte, et pour l'avoir été aussi, t'es joueur adulte, t'es plus trop dans la répétition des exercices que tu veux, c'est de jouer, quoi. Oui. C'est on te donne une balle, on fait un match, et voilà. C'est des situations d'opposition et plus trop des petits exercices. Et donc, quand t'es adulte, tu veux jouer. Voilà. Je comprends. J'ai vécu ça. Ouais. Alors, on a un peu parlé de ça, mais donc toi, l'année de ta première licence, du coup, tu te rappelles Alors, je t'ai dit, mon repère, c'est les 92. Ok. Je pense que j'ai dû faire une année d'AS en 6e. Ok. Et donc, j'ai dû prendre ma première année, ma première licence à l'USKT Handball. Je pense à la rentrée 93. Ok, je pense. Donc, depuis 1993, je suis licencié à l'USKT Handball. ça donne un coup de vieux, mais ça... t'es une tête connue du club, et pas que toi d'ailleurs. C'est un peu une seconde maison, on va dire. Tout à fait. Je vais dire qu'est-ce qui fait que t'es encore là, mais bon, t'en as pas mal parlé, mais t'as donc été aussi bénévole. Donc ça aussi, ça prend pas mal de temps. Mais t'as quand même aussi ce côté collectif, pareil, où tu fais partie d'un tout et il y a de l'entraide aussi entre... Tout l'esprit un peu handball, effectivement, ce qui me continue à être dans ce club-là, c'est que ça reste encore un club un peu familial où moi je suis rentré avec des amis, mais je me suis fait d'autres amis. On se fait d'autres amis, on rencontre des gens qui vivent leur vie, qui s'éloignent, mais on aura toujours ce lien de handball. Il y en a qui sont partis dans les montagnes, dans les Alpes. Il y en a qui ont pris un autre chemin, voilà. Et ça reste des amis avec qui on a joué. Et le club de Créteil aussi a cette structure qui fait qu'il y a les potes du hand sur le terrain, mais il y a aussi,
on rencontre d'autres personnes qui sont dans les bureaux, dans la structure, qui deviennent à force des amis aussi. Et donc, c'est ce lien qui me fait que je suis toujours à l'US Créteil Handball. Hein. On rencontre des amis, on se crée des amitiés. Et c'est pour ça qu'on y reste jusqu'à quand? Je sais pas. Le plus longtemps possible, mais voilà, jusqu'à quand, on verra bien. Okay. Tant qu'il y a ce lien d'amitié, ce plaisir de se retrouver, parce que même, on discute de tout, on a des temps où j'y ai passé du temps, effectivement, au Palais des Sports. C'était, on peut dire, effectivement, à un moment donné, ma deuxième maison. J'y passais énormément de temps parce que j'allais voir les amis, j'allais passer du temps avec eux, on allait discuter, on allait boire des cafés, on échangeait surtout, et on échangeait pas que sur le handball, sur la vie en général, sur le sport en général. Donc effectivement, on se crée un endroit qui est agréable, où on passe des bons moments. Donc pourquoi en partir? Donc voilà. Ok. T'as eu d'abord l'amour de ce sport, et finalement après t'as le côté familial, et parce qu'il y avait aussi, il y a ton frère Vincent. Ils m'ont suivi. Et voilà. C'est un peu, ça peut arriver dans d'autres sports, mais effectivement, de par ma démarche de m'inscrire au handball, j'ai entraîné une bonne partie de ma famille aussi, qui ont dit tiens, Olivier fait du hand, pourquoi pas le petit frère aussi. Le petit frère a fait du hand, les parents se sont investis aussi dans le hand, dans l'US Créteil, en prenant une licence de dirigeant, puis après en prenant différentes fonctions. Voilà, mon père maintenant, ça lui a permis d'intégrer la Fédé. Il fait partie de la Fédé. Voilà, et donc ça leur a permis aussi de tout doucement. J'ai été le déclic qui a permis à la famille d'intégrer le monde du handball. Ok, c'est chouette dans ce sens-là, parce que c'est vrai que des fois, c'est plus tu suis les parents parce qu'ils y sont, et donc c'est cool. C'était aussi peut-être un moyen d'être ensemble, même si oui, tout à fait. Là, vous faites pas exactement la même chose, mais tout à fait. Et de s'y retrouver, parce que si ils sont devenus dirigeants, mais ils étaient dirigeants de nos équipes, mais maintenant ils le sont plus trop. Mais c'est parce que qu'eux ils y trouvent un plaisir aussi à donner, à faire évoluer le club, à amener des idées au club, ou dans d'autres domaines. Donc, ils y ont trouvé aussi leur compte. On va dire que c'est un peu grâce à moi. Un peu quand même. Alors maintenant, on va revenir à l'enfance, mais en fait, on va faire un lien entre aujourd'hui et quand tu étais petit. Et justement, dans quelle situation te sens-tu comme un gamin? Je me sens comme un gamin quand on me dit mais tu vas arrêter de regarder tes dessins animés. Oui, effectivement, à plus de 40 ans, je regarde encore des dessins animés. Pas plus tard que ce matin, j'ai pris mon petit chocolat devant Dragon Ball Z, des trucs comme ça, effectivement. Mais bon, voilà, je reste... Mais c'est plaisir. Oui, c'est plaisir. Il y en a qui aiment prendre leur café devant BFM. Moi, je vais prendre mon chocolat devant des dessins animés. Et après, j'ai encore en tête mon père qui dit « Ah non, tu t'as pas marre de regarder tes dessins animés ?» Bah ouais, mais... Voilà, il n'y a pas d'âge pour regarder des dessins animés ou voilà. Donc effectivement, dans ces moments-là, un peu, je reste gamin qui aime passer du temps. Là-dessus, j'aime bien. C'est trop chouette. Et du coup, alors par rapport à ça, même dans la vie de tous les jours, pour toi, t'as quel âge dans ta tête? Alors, effectivement, ma psy te dirait que... Non, mais effectivement, dans ma tête, je pense que j'ai beaucoup de mal à calculer mon âge, parce que dans ma tête, effectivement, j'ai plus de 40 ans, j'ai 40 ans passés, mais il faut que je calcule pour savoir exactement que j'ai 42 et que je vais en avoir 43. Et parce que dans ma tête, effectivement, comme je te disais, je pense que je suis encore par moment encore un ado. J'espère le rester le plus longtemps possible, parce que c'est ce côté-là un petit peu encore enfantin, un peu qui aime bien rigoler, qui aime bien taquiner. Des fois on me dit quel gamin et tout, mais dans le privé, mais oui, parce qu'on est là pour s'amuser aussi, hein, la vie n'est pas que se prendre la tête. Donc effectivement, des situations c'est où on reste encore dans notre tête un ado un peu attardé. D'ailleurs, ça doit, à la fois de travailler avec des enfants, tu dois te dire du coup, ah non, par contre là je suis l'adulte, et en même temps ça
tu restes au contact des il faut savoir voilà. des fois doser. C'est ce qui, je pense que je pense que je suis plutôt apprécié des enfants. Parce qu'il faut savoir des fois savoir franchir, voilà, montrer que t'es un adulte. Il y a des règles où voilà, il y a des choses où tu peux te faire réprimander, tu peux te faire, voilà, t'as franchi les règles. Comme je dis souvent, il y a des règles, il faut les respecter. Mais voilà, il y a un moment où il faut savoir rigoler, même avec les jeunes, savoir que il faut rigoler, taquiner. En ce moment, les jeunes, ils parlent beaucoup par des ah, t'as la ref. Moi, j'ai les refs parce que c'est effectivement, je suis un peu comme eux. Je vais sur le réseau, je regarde beaucoup ce qui se passe sur les réseaux. Donc les gamins, ils sont surpris d'avoir t'as la ref toi? Oui, j'ai la ref parce que je regarde les mêmes choses que toi ou voilà. Et ce qui me permet aussi de me mettre dans la peau des fois des gamins, de savoir que si j'étais pas encore un peu un enfant dans ma tête, ou plutôt avoir cet esprit un peu encore, voilà, on voit les gamins qui sont pas bien, qui se sentent pas bien, ou quand il y a un truc qui va pas. Peut-être que voilà, si j'avais plus de recul, ou si je faisais mon vieux là, je verrais pas qu'il y a ça va pas là, même dans le boulot, voilà, on ressent les choses. Je sens quand il y en a un qui est pas bien, que ça va pas, et peut-être que c'est le moment de parler ou de le prendre à part pour savoir est-ce qu'il y a un truc qui va pas. Je dis pas que j'ai toujours raison, des fois je me trompe, mais souvent. Et ce qui me plaît aussi, c'est qu'ils ont une oreille, ils peuvent m'en parler, et voilà, je suis assez proche d'eux en tout cas, et même pour taquiner et tout, je suis le premier à taquiner. Mais bon, voilà, il faut savoir doser un petit peu. Oui, mais en tout cas, ton état d'esprit te permet de ne pas avoir un fossé entre les... Tout à fait, voilà. J'espère le garder, ça, en tout cas. Je dis pas que je le travaille, mais voilà, la vie est faite pour s'amuser, on est là pour rigoler. Je veux pas battre pour le vieux con, quoi, en gros. S'il y a besoin, voilà, ils savent... les enfants savent, aussi bien dans le boulot que dans le domaine du hand, voilà, je suis là, ils peuvent venir m'en parler de tout ce qu'ils veulent, on peut rigoler, voilà, ils savent que Olivier, il est là, et voilà. C'est cool. Est-ce que tu as un mot, une phrase, que tu aimerais adresser, alors, ça peut être à l'enfant que tu étais, ou petit, ou grands enfants en général Qu'est-ce que je pourrais dire si je voyageais dans le futur, si je prends la DeLorean et que je reviens à quelques années, je dirais, profite bien, parce qu'il n'y a plus de Club Dorothée quand t'auras 40 ans. Profite. Non, je rigole. Profite de ta vie. C'est vrai que moi, j'ai une enfance plutôt... qui s'est plutôt bien déroulée. J'ai passé des très bons moments avec les amis, avec la famille. On a passé des bons moments. Profite de tout ça, amuse-toi à fond, profite de tous ces moments-là. Tu verras, effectivement, quand tu deviendras adulte, tu les auras toujours en tête, mais ça sera peut-être plus... il y aura d'autres priorités. Donc, profite, amuse-toi, et voilà. Super. Alors, selon moi, il n'y a pas d'âge pour rêver. Donc toi, aujourd'hui, à ton âge, quel rêve aimerais-tu réaliser Un rêve à réaliser. Alors, moi, j'ai pas de rêve à réaliser. Si, peut-être à l'avenir, à pouvoir avoir la chance d'avoir une belle maison avec là je vais paraître un peu vieux jeu en disant ça, mais une belle maison avec plein d'animaux à la campagne, m'occuper de tous mes animaux, avoir des chiens, des chats, des poules, des canards, des petits ânes, voilà, tout ça, et finir. Ça va paraître un peu bizarre de dire ça, mais voilà, aller vers cette fin de vie tranquille, où tu fais ce que tu as toujours aimé faire, que tu aurais aimé faire, voilà, vivre ta vie avec, en s'occupant d'animaux, en ayant une famille qui se porte bien, une bonne santé pour tout le monde, voilà, essayer d'avoir une belle vie. Ok, mais c'est très bien. Ça, mon rêve. C'est un chouette rêve. Ouais. J'ai quelques questions, pour en savoir un peu plus sur d'autres sujets. Dans tout ça, est-ce que tu trouves le temps pour d'autres choses? T'as d'autres centres d'intérêt ou occupations
un peu aussi sur, même si j'écoute beaucoup de la musique un peu années 80, voire même à 70, un peu disco, la musique des années 80, voilà, c'était une bonne période parce qu'effectivement, écouter certaines chansons, ça te ramène aussi un peu en enfance. Ma mère qui écoutait la radio, parce qu'à l'époque, la télé, quand on est petit, elle n'était pas aussi présente qu'en ce moment. Donc, c'était souvent des moments où on écoutait la radio, les musiques à la radio, voilà. Donc, j'aime beaucoup, mais vraiment de la musique des années 80, mais dans tous les sens. Ok. Ma playlist, ça va de Sardou à vraiment des morceaux qui feraient rire, parce que moi, je les aime bien, mais qui sont un peu has-been, on va dire. Mais moi, j'aime bien cette période des années 80, donc j'aime beaucoup regarder, écouter, regarder les clips aussi un peu des années 80, qui étaient un peu psychédéliques. Il y avait des trucs, tu te dis, mais... Et des fois, tu t'imagines dedans, tu te dis, si j'avais 20 ans dans les années 80, j'aurais dansé là-dessus. Donc, j'écoute beaucoup de musique. Je regarde des séries. On a la chance maintenant de pouvoir accéder à plein de séries. Donc, je regarde quelques séries. Quand j'ai le temps, voilà. Les jeunes me disent, mais tu joues pas aux jeux vidéo? Et je dis, non, j'ai pas le temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui jouent aux jeux vidéo. Moi, j'ai pas trop le temps de m'attarder. J'ai jamais été trop jeux vidéo. Parce que nous, on faisait du hand à l'époque. Dès qu'on avait un peu de temps, j'avais pas trop le temps de jouer aux jeux vidéo. Donc, bref, le handball, la musique, la télé, voilà, le cinéma. Je vais aller voir dernièrement un ciné-concert de Retour vers le futur. Ok, c'est bien, c'est chouette les trucs. Ça, c'est les petits moments comme ça, un peu, regarder des vieux films, même des films des années 80, voire même en vieillissant, je m'intéresse un peu plus à l'histoire du cinéma, là, à regarder des Hitchcock, des trucs comme ça, à essayer d'aller chercher un peu des films, se faire des films un peu références, un peu voir, voilà. Ok, c'est trop bien. Alors on va revenir un petit peu au sport, mais cette fois pas au hand, parce que je crois que t'aimes bien suivre d'autres sports. Quel sport t'aimes bien suivre ou Moi, j'ai été bercé avant le hand. J'ai été bercé effectivement par le foot, parce que c'est le foot qui est un sport universel et mondial. J'ai été bercé depuis que je sais lire par le PSG. Je suis un grand fan du PSG, pas que depuis l'époque du Qatar. Moi, j'ai souvenir que mon grand-père, quand j'avais une dizaine d'années, m'a acheté mon premier magazine 11 mondial. Avec sur la une, c'était des joueurs du PSG. Ça a été, à 10 ans, je suivais le PSG, j'achetais tous les magazines, j'apprenais par cœur les noms, les numéros, les tailles, mais vraiment, avec mon cousin, quand on était en vacances ensemble, on s'interrogeait, tiens, il a quelle taille, il vient de quel club, nanana, on se faisait des petits quiz comme ça. Donc j'ai été vraiment bercé par le PSG. C'est vrai que je suis un grand fan, et depuis de nombreuses années, par le PSG football. J'ai eu le Saint Graal, comme j'ai dit, je peux mourir tranquille, j'ai pu voir le PSG gagner la Ligue des Champions. Comme dirait Thierry Roland, le plus tard possible, mais j'ai eu cette chance de voir le PSG gagner la Ligue des Champions, et je dois reconnaître que j'ai été très content, et peut-être verser ma petite larme en toute discrétion, mais verser ma petite larme, parce qu'enfin c'était le Graal pour ce club-là, et pour tous les supporters qui supportaient le PSG, c'était vraiment un chouette moment. Le gamin que t'étais. Le gamin qui rêvait depuis des années de les voir gagner. On a été très très déçus. On a vécu des moments très frustrants où on a presque pleuré de rage, mais là on a pu pleurer de joie. C'est trop bien. Et si aujourd'hui tu étais gamin, donc à cette époque, quel sportif ou sportive tu voudrais avoir en poster dans ta chambre d'enfant? Moi, trouver dans le... Quel sportif pourrait me... Ça peut être dans le hand. Oui, ça peut être dans le hand. Alors, moi, quand j'étais petit, comme j'ai dit, j'aimais beaucoup Guéric Kervadec. Alors, j'avais peut-être pas les posters, mais c'était vraiment... Guéric Kervadec, Richardson, je usais les VHS, quoi. C'est-à-dire, je regardais ses gestes, stop, retour en arrière, je recommençais. C'est un autre temps, on va dire. Mais là, actuellement, il y a des sportifs qui sont... il y a un sportif qui me vient comme ça en tête, c'est Teddy Riner.
Teddy Riner, c'est parce que il a l'air comme ça a l'air d'être un gros nounours. Je pense qu'il est, au fond de lui, c'est quelqu'un de très gentil, mais quand il bascule en mode sportif, il est déterminé et quand il veut quelque chose, il l'a. Et il va s'en donner les moyens. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il a des capacités, il a des facilités de par son gabarit pour briller dans son sport. Mais je pense qu'il y a énormément de travail. Il a su aussi, quand on s'intéresse un peu à lui, il a su s'entourer, se structurer. Il a des coachs dans des domaines un peu particuliers, quoi. Je pense qu'il est encadré par un psy pour tout ce qui est mental. Il a un préparateur. Il a su s'entourer des bonnes personnes. Je pense que je serais admiratif. Est-ce que j'aurais un poster de Teddy Riner ? Peut-être, il me prendrait beaucoup de place dans ma chambre, mais c'est ce côté un peu, si tu veux réussir plus tard, prends comme modèle Teddy Riner parce que il a beaucoup bossé, il a su se structurer et ça serait un modèle en tout cas en tant que sportif. Ok. Pas pour faire du judo, mais en tant que sportif en général. Voilà, c'est quelqu'un qui a l'air d'être, qui a su mener sa carrière et qui l'a pris en main et qui allait chercher tous ses résultats, qui en fait peut-être maintenant l'un des ou peut-être le plus grand sportif français en tout cas. C'est vrai. Bah, déjà de réussir à atteindre ce niveau et puis à rester, de gagner autant de titres. Et on l'a vu dans les compétitions de judo, aussi bien aux Jeux Olympiques que dans les différents championnats du monde. Il est attendu, tout le monde veut se faire Teddy Riner, mais lui, il fait toujours en sorte d'être, au-dessus. Ouais. Et pourtant, les autres, je pense qu'ils travaillent pour se battre Teddy Riner. Mais lui, dans sa tête, il a un mental de fou et je lui souhaite de gagner encore plein d'autres trophées. En plus, il arrive à nous transmettre des émotions aussi, je trouve. Je suis pas un spécialiste du judo du tout, mais ces périodes-là de JO, ce sportif-là, Teddy Riner, je pense qu'on est plusieurs à avoir coupé tout ce qui se passait quand c'était les combats de Teddy Riner au JO, parce que on est admiratif et on veut qu'il gagne, quoi, et il arrive à gagner, donc il nous a fait passer des émotions, Je pense que beaucoup d'enfants pourraient s'en inspirer, en tout cas. Ok, trop bien. Dernière question. Là, on revient au sport, mais moins justement à ce niveau-là. Si toi, tu devais motiver des personnes à s'engager comme bénévole ou dans l'associatif, parce qu'il n'y a pas que le haut niveau, qu'est-ce que tu leur dirais ? Déjà, il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer ce qu'on a envie de transmettre. C'est transmettre, je pense, bénévole que ça soit dans l'encadrement sportif, mais il y a une autre forme aussi de bénévolat. Faut aimer et faut envie de transmettre des choses, d'aider. C'est sûr que si t'es pas à l'aise ou t'as pas envie d'aider les autres, ne t'engage pas dans cette voie-là. C'est le bénévolat, c'est savoir aider, c'est savoir transmettre les mêmes passions, être aussi patient. Là, je parle plutôt dans l'encadrement sportif, passer les bons diplômes, y aller crescendo, parce que souvent, quand on est jeune, on sort d'entraînement, on a 18-19 ans, on prend des enfants de 9-10 ans et on leur fait faire des choses on fait aux entraînements. Non, eux, il y a des choses à développer quand on a 9 ans. Se structurer, prendre conscience de tout ça. Après, dans le bénévolat, en général, effectivement, il faut avoir envie de donner, de partager des choses. Je pense qu'on en a toujours besoin de bénévoles. C'est sûr. C'est une denrée rare et en tout cas, quand il y en a, il faut vraiment les chouchouter. Voilà. Ok. Merci beaucoup. C'était de rien. super intéressant. Je te remercie pour cette invitation. Belle suite à toi. Merci.